Il est l'heure de se réveiller. Moi je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Bonjour chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur Radio Sorbonne. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au film Scarface. Okay, so what do you call yourself? Huh? Como se llama? Antonio Montana. And you? Le premier du nom, Scarface. In the 1920s, the United States was reeling under réalisé en 1932 par Howard Hawks. Adapté d'un roman d'Armitage Trail et inspiré de la vie d'Al Capone, ce film conte la vie de Tony Camont, petit malfrat avide de pouvoir, prêt à tout avec son complice pour prendre la tête du gang rival. Rapidement, ce film, glorifiant le gangstérisme, suscite la controverse et se heurte aux nouvelles mœurs mises en vigueur par William Hayes à Hollywood. Nous sommes en 1921. Plusieurs affaires mêlant viol, meurtre et drogue éclatent dans la presse à scandale et semblent dévoiler une industrie hollywoodienne en pleine débauche. Voulant éviter à tout prix une intervention directe de l'État, la Motion Picture Productors and Distributors of America est créée. Présidée dès 1922 par William Hayes, catholique puritain, ancien membre du Parti républicain, l'association vise d'abord à regrouper les plus grands studios de l'époque dans un but financier, mais aussi, peu à peu, vers un but moral. Dès 1927, William Hayes commence à rédiger les premiers thèmes que les scénaristes doivent éviter: l'adultère, la drogue, la nudité. En 1929, les États-Unis subissent un krach boursier sans précédent, faisant sombrer le pays dans la plus forte crise économique du XXe siècle. Inévitablement, l'industrie du cinéma est fortement touchée. La fréquentation des salles chute et les studios perdent de plus en plus d'argent. Il faut relancer l'appétit du public pour le 7e art et ramener les foules dans les salles. C'est ainsi, dans un objectif purement pécuniaire, que les studios commencent à produire une multitude de films violents, des films de gangsters inspirés du contexte sombre de l'époque, jouant largement avec les indications de la bonne morale de l'époque. Mais cette liberté sans limite que s'est autorisée Hollywood n'est pas vue d'un très bon œil par tout le monde, et sûrement pas par les institutions religieuses de l'époque. Un certain nombre d'institutions catholiques y voient là l'exercice d'une mauvaise influence sur la population. Tout film jugé comme blasphématoire était systématiquement condamné et boycotté par une fronde catholique de plus en plus importante. Leurs actions deviennent rapidement la bête noire des producteurs. Chaque film boycotté connaissait indubitablement une chute considérable de vente de tickets. La sexualité, la drogue, le blasphème et les insultes sont désormais bannis à Hollywood. L'une de ses premières cibles sera le film Scarface, inspiré du roman d'Armitage Trail et de la vie d'Al Capone, gangster ayant fait fortune grâce à la prohibition. À l'image de The Public Enemy et de Little Caesar, ce film est l'archétype du film de gangster très en vogue à l'époque. Bien que ces trois films aient été écrits en même temps, Scarface ne sortira en salle qu'un an après, en 1932, à cause des nombreuses modifications qui ont été faites. Le film représente l'inverse exact des idéaux de William Hayes. Lorsque le code stipule que le crime ne doit pas être traité d'une façon qui créerait une quelconque sympathie pour le criminel, Scarface affiche en anti-héros l'un des plus grands trafiquants et contrebandiers de l'époque. Aussi, alors que les prémices du code portent également une grande importance à l'institution du mariage et interdisent toute référence à la perversion sexuelle, la règle est totalement bafouée dans le film avec le personnage principal qui est Tony, semblant largement vouloir vivre une relation incestueuse et passionnelle avec sa propre sœur. En revanche, n'ayant pas encore officiellement adopté le code, le bureau Hayes ne pouvait en aucun cas ordonner l'interdiction du film. Cependant, ils pouvaient compter sur les lobbies et le report des dates de sortie pour faire jouer leur influence. L'association gagne grâce à cela la suppression de toutes les scènes faisant référence à l'inceste, tout en suggérant d'en ajouter de nouvelles dans le but de condamner formellement le gangstérisme. Dans cette logique, la fin du film ne convenait pas au bureau, car elle jugeait la mort de Tony trop glorieuse. C'est pourquoi une fin alternative fut tournée. Seulement, l'acteur principal, Paul Muni, opposé à toute forme de censure, refusa d'y jouer, et de la même manière, Hawks refusa de réaliser la scène. La seconde fin où Tony est arrêté, jugé et pendu par la justice a donc d'une part été réalisée par Richard Rosen, lui valant le titre de co-directeur, et d'autre part ne montre en aucun cas le visage de Tony, la scène ayant été tournée par une doublure. Ce film a tellement été modifié
qu'aujourd'hui on ne sait pas s'il existe encore une version correspondant au scénario original. L'ensemble des coupures et des modifications ajoutées au film pour convenir au bureau Hays ont valu à Scarface la réputation d'un des films les plus censurés de l'histoire américaine. Mais malgré toutes ces contraintes, le film est considéré comme un chef-d'œuvre ayant beaucoup apporté au cinéma. En 1934, la Production Code Administration, dirigée par Joseph Breen, adopte officiellement le code Hays. À partir du 1er juillet 1934, et ce jusqu'à la fin des années 60, tous les films doivent obtenir une autorisation de l'administration avant de pouvoir être diffusés. La religion et la morale puritaine semblent avoir gagné. Pas d'armes, pas de violence, d'homosexualité, de corps dénudés ou autres thématiques jugées immorales ne pourront être représentées. Aujourd'hui, cette période de l'histoire du cinéma hollywoodien est considérée comme la plus austère, et quant à William Hays, parmi tant d'autres, est considéré comme l'un des hommes les plus néfastes pour le cinéma américain. D'un point de vue plus personnel, ce film, bien que détrôné par son bien plus populaire remake de 83, reste un classique absolu. Malgré la censure rendant la fin du film quelque peu moralisatrice, il reste néanmoins étonnant par sa violence et remarquable par sa photographie et ses jeux d'ombre. Le montage plutôt rythmé et sa courte durée empêchent de tomber dans une éventuelle longueur. Vous venez d'écouter un épisode de Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de RSU. Mallory était à l'animation, à la technique Victor, au montage Thomas.